Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier Meetup Loop. Ce premier Meetup est réalisé en partenariat avec Pôle emploi et plus particulièrement les startups de l'incubateur de Pôle emploi qui aujourd'hui vont nous parler de leurs expérimentations autour du no-code. Alors, Loop, c'est un événement organisé par Swood Partners, donc on est une petite société de conseil à Paris. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nous, on vous donne rendez-vous sur swood.fr et on recrute aussi en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé par nous rejoindre, n'hésitez pas à envoyer un mail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kathleen, Anne, Isabelle et Adrien, qui sont tous les quatre à l'incubateur de start-up et vont nous parler de leurs différents projets. Je vais laisser Kathleen se présenter. Oui, bonjour tout le monde et merci à Swood pour l'organisation de ce meet-up. Donc, Kathleen Marie-Joseph, je suis la product manager et l'intrapreneuse de Mobiville, une start-up de Pôle emploi dont on va vous parler aujourd'hui. Et au niveau de mon parcours, j'étais conseillère en agence de 2013 à 2017 et je suis également chargée de partenariat à la direction des partenariats à la direction générale de Pôle emploi. À toi, Anne. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne, je suis donc UX designer. J'ai été directrice artistique pendant 15 ans, ce qui fait un peu bizarre quand je le dis. Et ensuite, j'ai fait une formation Gobelin pour devenir UX designer et c'est après cette formation que j'ai intégré l'incubateur de Pôle emploi. Et j'y suis donc restée jusqu'à juillet 2020 et aujourd'hui je suis à l'incubateur de la DINUM. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Donc c'est un autre incubateur, mais qui est transverse sur plusieurs administrations. Voilà, et du coup je vais passer la main à Adrien, je crois. Ah, non, à Isabelle. À moi. Merci Anne. Alors, je me présente, je suis Isabelle Sieur. Je suis ex-designer à l'incubateur de chez Pôle emploi. Je suis issue d'une formation en ergonomie, puis après, je me suis spécialisée dans l'UX design. J'ai été consultante ergonome en 2017 et après, j'ai changé de boîte pour aller chez Nexton Consulting. Puis, j'ai rejoint Pôle emploi en septembre 2020 en tant que UX designer. Donc, je passe la main à Adrien. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Adrien Porteau. Donc, j'ai été donc effectivement directeur artistique moi d'une filiale de la banque pendant 6 ans. Et voilà, moi, j'ai un cursus design art appliqué. Et néanmoins, j'ai fait une formation Gobelin certification UX en 2016 qui m'a permis de rejoindre Pôle emploi dans une direction qui porte le nom de UX, on va dire ça comme ça. Et entre-temps, je me suis un peu spécialisé sur la facilitation. Donc, j'ai eu une certification Sprint Master au laptop très récemment et je suis un résident permanent d'une grande fabrique qui est un lieu d'incubation qui vient juste d'ouvrir. Tout ça à Pôle emploi. Voilà. Super, merci à tous les quatre. Alors le planning aujourd'hui, 3 parties. Une première partie présentée par Kathleen qui va nous parler de l'incubateur de start-up de Pôle emploi. Elle va revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement, la démarche. Une deuxième partie où chacun va pouvoir présenter sa start-up et les expérimentations qu'il a pu faire avec le no-code. Et enfin, une troisième partie, questions-réponses et débat autour du no-code. Donc, on vous invite à écrire vos questions dans le chat et à activer vos micros, vos caméras et à venir débattre avec nous, parler, raconter vos histoires de no-code. Donc, on commence avec la première partie par Kathleen. Merci Nicolas. Alors déjà, je pense que ça doit un peu vous surprendre qu'on parle de start-up, d'incubateur, de Pôle emploi. Ce n'est pas forcément l'image que vous avez de Pôle emploi. Vous pensez peut-être à une structure administrative, lourde, les chiffres du chômage. Tout ça, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une entreprise d'utilité publique qui a un fonctionnement extrêmement agile et qui essaye de vraiment d'innover en permanence. Et du coup, l'incubateur, ça fait partie des actions assez innovantes de Pôle emploi. Du coup, l'incubateur, il a été créé il y a à peu près 6 ans. Et depuis qu'il a été créé, en fait, il y a eu pas mal de services qui sont sortis.
et qui sont tous mis à disposition sur une plateforme de Pôle emploi qui s'appelle Emploi Store. Juste 2 mots sur Emploi Store, c'est une plateforme où il y a 300 services à peu près, des services digitaux qui sont concentrés sur l'emploi, que ce soit la formation, des tests de personnalité, la recherche d'emploi à l'international. Et c'est des services qui sont gratuits pour l'utilisateur et qui peuvent servir à toute personne qui se pose la question à un moment de sa recherche d'emploi, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi ou non. Donc, c'est complètement ouvert à des personnes qui sont salariées. Et du coup, parmi les services qui sont sortis de l'incubateur, certains de ces services sont les meilleurs en termes de vue et de notation sur Emploi Store. Et vous avez un peu le panorama de ces services. L'un des plus connus, c'est La Bonne Boîte, qui est un outil qui permet d'identifier les entreprises qui vont bientôt recruter. Donc, c'est un outil prédictif et qui permet de pouvoir faire une candidature spontanée avant même que l'entreprise ait encore déposé son annonce. Donc, c'est un sacré avantage quand on veut un peu être efficace dans sa recherche d'emploi. Et ça, c'est un des exemples des services qu'on peut produire via cet incubateur. Du coup, cet incubateur, je suis sûre que ça vous a super donné envie de venir. Mais en fait, comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne via un challenge qu'on lance chaque année qui est à destination des agents de Pôle emploi. Donc, quel que soit leur statut, hein, on peut être conseiller Pôle emploi, manager, directeur d'agence, cadre, ou en fonction support et avoir une idée en fait, d'un problème à résoudre à Pôle emploi. Et vraiment, ce challenge, en fait, il permet d'identifier c'est quoi les irritants qui peuvent soit nous embêter en interne, soit avoir un impact sur nos publics, et identifier en fait des solutions pour pouvoir les résoudre. Et donc, comment ça se passe? En fait, chaque agent peut aller sur cette plateforme qui s'appelle Innovaction, proposer son irritant et la solution. Ensuite, on fait une présélection. Du coup, les présélectionnés vont pouvoir venir sur Paris pendant 2 journées et être accompagnés par des coachs, des UX pour un petit peu affiner leurs problématiques et la solution. Et enfin, ceux qui sont sélectionnés, donc en général, on est, selon les années, ça aussi entre 2 et 4 personnes. Donc ceux qui sont sélectionnés, ils vont pouvoir devenir intrapreneurs. Et ça, cette notion d'intrapreneur, c'est le fait qu'un agent public puisse en fait avoir la chance de lancer sa start-up au sein d'une administration. Voilà. Et du coup, comment ça se passe après pour la suite? Une fois qu'on a gagné cette incubation, on a tout un parcours en fait qui est assez précis, avec un embarquement via un bootcamp, ce qui permet en fait de rencontrer l'ensemble de l'équipe, de souder l'équipe, d'aligner l'équipe sur le projet, le problème, et puis aussi de vraiment découvrir la méthode agile, parce qu'il faut bien se souvenir que les intrapreneurs à la base, ce ne sont pas forcément des chefs de projet, des chefs de produits. Méthode agile, ils ne connaissent pas forcément. Donc ça permet vraiment de faire une montée en compétences à ce niveau-là. Et ensuite, on a en fait différentes étapes qui correspondent un petit peu au delivery et au discovery, mais version un petit peu remodelée par Pôle emploi, avec une phase d'exploration sur 1 mois afin de valider si la solution et le problème sont vraiment pertinents. Est-ce qu'il n'y a rien dans notre écosystème qui existe déjà? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on investisse sur une solution et sur ce problème? Ensuite, on a une phase d'expérimentation qui dure 1 mois. Et donc là, l'idée, c'est de tester très rapidement cette solution et de voir si ça fonctionne ou pas avec un MVP jetable. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir justement parler de nos codes. C'est vraiment à cette étape-là, précisément. Et ensuite, une fois qu'on a eu des retours sur ce MVP jetable, qu'on a prouvé la valeur, on va pouvoir construire une solution pérenne. Et donc là, vraiment, on va avoir un développeur et la possibilité vraiment de construire un service en 3 mois pour ensuite basculer sur une phase de croissance. Donc là, on est vraiment sur de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux publics, la France entière, le monde. Non, je rigole. Pôle emploi, c'est que la France et ça nous suffit pour l'instant. Et enfin, à la fin, une fois que le service il est un petit peu rodé, du coup, il réintègre le fonctionnement normal de Pôle emploi et il sort de l'incubation. Et donc, entre chacune de ces phases, en fait, on a des comités d'investissement. Donc, c'est un peu comme ce qui se passe pour une vraie start-up dans le secteur privé. Concrètement, en fait, Pôle emploi met des sous et des moyens et des ressources et c'est de l'argent public. Et donc, on doit prouver à chaque étape
en fait, ce qu'on a fait, ça a de la valeur, ça a un intérêt, ça rend un vrai service, et qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'incubation, en fait, l'équipe, elle va évoluer, puisque sur les 2 premières phases, on est sur une équipe très réduite, avec l'intrapreneur, un UX designer, qui va vraiment gérer tout ce qui est maquette, interface et rencontre avec les utilisateurs, un CTO qui est un peu une sorte de référent technique qui est chargé de s'assurer que tout ce qu'on crée soit cohérent avec l'univers technique de Pôle emploi, et puis un coach PM qui est là en fait pour nous aider sur la méthode, puisque comme on le rappelle, on est intrapreneur au début, mais PM à la fin. Mais entre-temps, il faut vraiment être accompagné sur la méthode agile. Voilà. Et donc, une fois qu'on a passé la phase d'expérimentation, on a une équipe qui s'agrandit avec un développeur qui nous rejoint, et puis il me manque un product owner aussi qui va permettre de gérer tout le développement et les fonctionnalités à rajouter. Super. Voilà, Nicolas. Merci beaucoup, Kathleen, pour toutes ces informations sur l'incubateur. Maintenant, on va passer à la présentation des différentes startups et des expérimentations que vous avez pu faire en no-code. Alors, qu'est-ce que c'est le no-code pour commencer? C'est des solutions pour créer des logiciels, des applications ou des sites via des interfaces graphiques sans taper de ligne de code. Donc c'est assez tendance en ce moment, on entend beaucoup parler de no-code, de low-code. Enfin, voilà, on en parle de plus en plus. Parmi les plus connus, on peut citer Weebly, Webflow pour des sites, pour des applications mobiles, Goodbarber ou PandaSuite. On a Chatfuel pour les chatbots, etc. Et donc, j'ai zappé ma slide, désolé. Vous avez ici une petite liste, grande liste même de toutes les solutions possibles. Et aujourd'hui, on a séparé en 2 équipes, les verts et les jaunes, façon Koh-Lanta. Donc l'équipe verte avec Kathleen et Isabelle qui ont travaillé sur Wix. Donc Wix, c'est une plateforme pour créer des sites via une interface qui est très visuelle, qui est très accessible et grand public, qui est principalement utilisée pour faire des sites vitrines responsives. Et à ma droite, on a l'équipe jaune avec Anne et Adrien qui, eux, ont travaillé sur Webflow, donc qui est aussi une plateforme en ligne, mais elle s'adresse plutôt à des designers. On est entre un outil de maquettage et du code. Enfin, c'est un peu plus difficile à maîtriser, il faut avoir des notions. Voilà, ils vont vous en dire plus. Et on commence avec l'équipe verte et Isabelle qui va nous parler de compétences validées. Oui, merci Nicolas. Alors, moi, j'ai travaillé sur le logiciel Wix pour faire mes maquettes. Mais avant de vous présenter l'outil, je vais vous parler un peu de la startup sur laquelle je travaille et qui s'appelle Compétences validées. La problématique de départ qu'on a eue, c'est comment pourrions-nous permettre aux recruteurs de sélectionner des bons candidats pour satisfaire leurs besoins de recrutement alors que les compétences des demandeurs d'emploi ne sont pas systématiquement renseignées. Du coup, la solution que l'on a imaginée, c'est de valider les compétences auprès des anciens employeurs pour améliorer l'attractivité de ces profils. Tu peux avancer. Tu peux avancer, Nicolas. J'ai avancé, vous ne voyez pas? Tu peux... Si. Non. Ah si, c'est bon. Un décalage, ouais. J'ai eu un petit moment de décalage avant que la slide... Mais là, c'est bon. Et du coup, pour prouver que notre solution elle a de la valeur, on est parti en phase d'expérimentation où on a fait des tests utilisateurs à distance et on devait vérifier si valider les compétences des demandeurs d'emploi, ça permettait d'obtenir plus de contacts de la part des recruteurs. Du coup, on a lancé cette test utilisateur à grande échelle sur un public cible. Du coup, on a choisi 3 métiers en tension, qui sont des plombiers, des jardiniers et des comptables.
Et ensuite, on a sollicité 3 types d'utilisateurs qui sont les demandeurs d'emploi, les anciens employeurs et ensuite les recruteurs. Après, là, vous avez les chiffres à côté pour vous dire combien de personnes on a sollicité. Je vais vous présenter les maquettes. Donc ça, ce sont des visuels qu'on a créés avec le logiciel Wix. Pour vous expliquer un peu la méthode et comment on a créé, c'est qu'on a sollicité d'abord les demandeurs d'emploi pour qu'ils remplissent une page de demande de validation. Ils devaient écrire leurs coordonnées et ceux de leurs anciens employeurs. Ensuite, on récoltait ces données-là. On envoyait à la main, pour chaque ancien employeur, des mails qui valident les compétences de leurs anciens salariés. Et lorsqu'on récupère cette validation, on le réinjectait sur la troisième page que vous voyez à l'écran. On envoie des mails à des recruteurs pour qu'ils puissent consulter des profils de métiers sur lesquels ils recherchent. Donc, on envoyait des profils de plombiers à des recruteurs qui cherchent des plombiers. Et on a fait un A/B testing. Du coup, dans un premier groupe de recruteurs qui recherchent des plombiers, on a envoyé 4 profils de plombiers, dont un qui est validé. Et on a envoyé un deuxième groupe de recruteurs qui cherchent des plombiers, les mêmes profils, sauf qu'il n'y a pas eu la validation. Et on a comparé les résultats pour savoir si le profil qui a la validation obtient plus de contacts ou non. Là, je rentre dans le détail pour vous expliquer pourquoi on a choisi Wix. Tout simplement parce qu'on voulait récolter des informations comme les coordonnées des utilisateurs, mais il fallait également suivre le trafic des visiteurs des pages pour faire l'A/B testing, et il fallait également reproduire une situation réelle d'utilisation puisque c'était des tests à distance. Et du coup, il fallait également que la maquette était fonctionnelle. Et Wix, ça répondait à ces besoins, puisqu'il y a juste à glisser et déposer les composants qui sont déjà développés, et il n'y avait plus qu'à faire la mise en page. Il y a donc eu un gain de temps pour travailler sur Wix, parce qu'au lieu de rendre les maquettes dynamiques sur des logiciels de prototypage traditionnels comme Adobe XD ou sur InVision qui prend beaucoup plus de temps et plus de réflexion, du coup, Wix, ils ont déjà des composants sur étagère et il n'y a plus qu'à les mettre en place. J'avais beaucoup aussi hésité avec des logiciels de traçage comme Google Analytics ou Hotjar, mais en fait, ces outils-là, ils ne peuvent être combinés qu'avec des sites développés. Et du coup, nous, comme on est en phase d'expérimentation et qu'on travaillait que sur des maquettes, ce n'était pas compatible. En termes d'organisation d'équipe, du coup, c'est l'UX qui a fait toutes les différentes pages, mais en fait, Wix, il ne prend pas vraiment en compte le responsive. En fait, si le responsive, il est pris en compte, mais moyennement. Et sur certaines pages, toute la mise en page, elle est détruite. Donc, il fallait bien remettre les choses en place. Et ça a pris beaucoup plus de temps à tout maqueter. Et du coup, pour respecter les délais, notre entrepreneur a dû me donner quelques coups de main sur quelques pages du site. Après, il y a un autre point à soulever, c'est que Wix ne permet pas de travailler à plusieurs en même temps sur une même page. Du coup, on a contourné cette difficulté en créant des duplicats de sites. C'est-à-dire que pour un site, il y a un URL spécifique pour un métier donné. Du coup, on a créé un site spécifique pour les recruteurs qui cherchent des plombiers et un site spécifique pour ceux qui recherchent des comptables. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler en même temps sur le logiciel Wix. On a eu également besoin d'un conseil d'un CTO pour créer la base de données parce qu'il avait déjà travaillé sur Wix. Et au final, même s'il a des connaissances en code, il n'a pas eu besoin de coder puisque tout était déjà prêt sur Wix et il fallait juste faire des paramètres et des branchements. Du coup, c'est assez facile de prise en main. Et je vais passer la parole à Kathleen pour qu'elle vous explique comment elle a travaillé sur Wix. Merci Isabelle. Alors c'est vrai que du coup c'était important pour nous d'utiliser une solution no-code puisque comme je vous expliquais dans le fonctionnement de l'incubateur, on doit très rapidement
expérimenté notre solution, mais on n'a pas encore forcément de développeurs, puisque vraiment l'idée, c'est de pouvoir très rapidement se rendre compte si ça vaut le coup ou pas d'investir, mais sans avoir déjà trop investi, et un développeur, ça coûte cher. Donc, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a, donc nous, sur Mobiville, notre thématique, c'est celle de la mobilité. Du coup, plus précisément, le sujet du désajustement géographique. Si ça ne vous parle pas, pas de souci. Pour vous expliquer rapidement, en fait, c'est simplement le constat que d'un côté, on a des entreprises qui recrutent, mais qui ont du mal à recruter, qui n'arrivent pas à forcément trouver les personnes qu'il leur faut. Et d'un autre côté, on a des demandeurs d'emploi ou des salariés qui ont des compétences, mais qui ne sont pas forcément sur le même territoire. Du coup, comment on peut faire en sorte que ces deux populations se rendent compte, se rencontrent. Et comme c'est quand même plus facile de faire bouger les personnes que les entreprises, c'est vraiment l'angle qu'on a choisi pour notre startup. Et la solution qu'on a imaginée, c'était de créer un outil d'aide à la décision pour orienter les candidats vers les bassins d'emploi qui recrutent. Et je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ah, ça m'intéresse » et je vous comprends, hein, parce qu'en période de confinement et de Covid, vous êtes probablement en train de vous dire « Ah mon Dieu, j'aimerais partir dans une région au soleil. » Voilà, et bien du coup, Mobiville, ça arrive bientôt, la solution pour combiner emploi et cadre de vie. Yes, Nicolas. Du coup, pourquoi on a utilisé, nous, du no-code et qu'est-ce qu'on a expérimenté? En fait, on voulait identifier quels étaient vraiment les leviers de motivation qui faisaient que les personnes avaient envie de bouger. Et on avait identifié deux leviers principaux, la recherche d'un meilleur cadre de vie et la recherche d'un emploi. Et notre question, c'était lequel va déclencher le plus de mobilité? Donc, on avait besoin, en fait, d'un outil qui nous permette de tester très rapidement, en un mois, du coup, ces deux leviers et de voir en fait concrètement ce que les utilisateurs préféraient et si ça déclenchait des envies de mobilité. Donc, on a testé sur deux populations, une population de techniciens en maintenance informatique et du coup, on a travaillé sur une base de 40 villes. Ça veut dire concrètement qu'on a créé 40 pages dédiées à des villes, donc une page par ville, donc 40 villes. Avec des URL différentes, et que dans un autre temps, on a fait le même test sur des aides-soignants, et cette fois, on est monté sur 80 villes, donc 80 pages qu'on a dû créer, et la difficulté, c'est qu'on pouvait, c'est que chaque page était vraiment personnalisée et contextualisée, donc on a dû vraiment renseigner énormément d'éléments. Du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc là, vous avez en fait la homepage où l'utilisateur, on communiquait un peu sur cette homepage et les utilisateurs, ils pouvaient en fait compléter le formulaire et mettre quels étaient leurs critères. Est-ce qu'ils avaient envie d'aller dans un endroit ensoleillé, plutôt dans le sud? Est-ce qu'ils cherchaient plutôt un contrat en CDD, en CDI, etc. Ils mettaient leur adresse mail. Et ensuite, nous, on recevait la demande avec les éléments. Et du coup, en asynchrone, donc en général, 1 à 2 jours plus tard, on leur envoyait une réponse avec du coup les URL des pages qui correspondaient qu'on leur recommandait par rapport à leur profil. Donc ça, c'est une des spécificités du no-code, c'est qu'en fait, ça reproduit le fonctionnement d'un site internet, mais quand on n'a pas de dev, en tout cas, c'est difficile d'automatiser. On est vraiment sur du traitement manuel, c'est-à-dire que quand je vous dis, en fait, on a identifié les villes les plus adaptées à ces personnes, sur la vraie version du site, aujourd'hui, c'est un algorithme qui le fait, mais quand on l'a testé, c'est nous qui l'avons fait avec nos tableaux Excel. On a fait nos propres calculs, notre propre système de matching manuel. Et du coup, pour vous montrer à quoi ça ressemble, du coup, des pages villes sur Mobiville, donc vous aviez à gauche une version qui était plutôt axée cadre de vie, donc avec plus de part sur les images, des visuels, voilà, des choses très attractives. Et de l'autre côté, à droite, vous avez une version qui est un peu plus orientée emploi, avec vraiment au centre de la page les offres d'emploi qui sont intégrées et des boutons d'action. Et c'est peut-être un peu moins sexy. Et du coup, on a regardé qu'est-ce qui marchait le mieux au niveau des utilisateurs. Du coup, pourquoi Wix finalement? Alors déjà, on l'a choisi un petit peu sans vraiment savoir comment, pourquoi. Parce que simplement, en fait, on avait un membre de notre équipe qui l'avait déjà utilisé pour lancer son propre site. Et du coup, voilà, cette personne nous avait dit « Ah, c'est super, vous allez pouvoir monter en compétences très vite, etc. » Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours,
Voilà, on maîtrisait le site, on avait déjà créé un peu les templates de ce qu'il nous fallait. Donc, c'est très rapide en termes de montée en compétences. Et très rapidement, on a un site qui est opérationnel et qui est lancé sur Internet. Vraiment, il y avait ce côté, un outil qu'on peut utiliser sans développeur parce que je ne sais pas coder et personne dans mon équipe savait coder. Et il fallait que ça fonctionne dans un délai très court et que ça puisse supporter aussi une large population puisqu'au total, on avait potentiellement 12 000 personnes qui pouvaient venir d'un coup. Au niveau de l'organisation de l'équipe, en fait, notre UX designer, elle a vraiment créé la landing page et les trames des pages. Et ensuite, l'ensemble de l'équipe a travaillé pour dupliquer ces pages et renseigner à la main toutes les informations. Et enfin, on a eu quand même un petit appui technique de notre CTO qui, en fait, s'est juste assuré que les réponses des utilisateurs, elles arrivaient au bon endroit, dans un tableau, dans Wix. Pareil, un peu comme Isabelle, ça n'a pas demandé de coder. C'était juste un appui, j'ai envie de dire, avec des compétences plutôt en bureautique et pas tellement en termes de dev. Voilà pour ma part. Super, merci beaucoup à toutes les deux pour vos présentations sur vos startups et Wix. Vous avez fait un petit tableau des avantages et des inconvénients. Premier avantage, prise en main assez rapide de l'outil. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus, sur les points suivants? Oui, en fait, comme tout est déjà prêt, il y a juste qu'à glisser, déposer. Et il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont assez complètes. Donc, on peut créer des formulaires, on peut créer des sliders et tout ça, c'est directement fonctionnel. C'est un outil qui est utilisable par tous puisqu'il n'y a pas besoin de connaissances en code. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont existantes. Par contre, le seul un des points négatifs, c'est que ce n'est pas collaboratif. Donc, du coup, il y a plusieurs personnes ne peuvent pas travailler sur une même page. Nous, on a réussi à le contourner en créant différents sites. Et après, je ne sais pas si c'est la bonne pratique à faire, puisque ça alourdit quand même tout le compte utilisateur de Wix. Le responsive, il est moyennement pris en compte, comme je vous ai dit. Il y a des moments, on fait quelque chose sur le web et quand on passe à la vue mobile, tout est désorganisé. Il faut tout remettre. Il n'y a pas beaucoup de traçage sur le clic, même après avoir sorti la carte bancaire. Donc Oui, nous, dans notre cas, on voulait vraiment tracer des boutons. On voulait savoir si les gens ils cliquaient sur tous nos boutons. Et sur la version gratuite, on n'avait pas tous ces chiffres. Hein. Du coup, on a investi sur la version premium. Hein. On ne les avait quand même pas. Du coup, on a investi sur un petit module de stats qui s'appelait WebStat. Et on n'avait quand même pas. Donc, on a sorti la carte bleue et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas On avait plein de données sur le service, mais pas sur ces boutons qu'on avait rajoutés précisément. Et donc, ça, c'était un peu embêtant. Ouais. C'est marrant parce que nous aussi, on voulait tracer en fait le nombre de clics sur le bouton et on a mis une page derrière ces boutons et on comptait le nombre de personnes qui avaient sur la page. Du coup, par déduction, c'est qu'ils avaient cliqué sur le bouton. Solution de contournement. Ouais. Voilà, solution de contournement. Et du coup, j'ai dit que la version gratuite, elle possède quand même des limites en termes d'éléments de prototypage. Nous, c'est ce qu'on a rencontré parce qu'on voulait créer un formulaire et on voulait mettre plus de 10 champs. Et du coup, comme on n'a pas payé, Wix, ils nous ont dit, non, vous ne pouvez plus mettre de champs. Du coup, on s'est arrêté à 10 champs. Et là, il y a un dernier point qui est idéalement à brancher avec d'autres outils no-code. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en y réfléchissant un peu après coup, il y avait quand même d'autres outils qui auraient pu un petit peu simplifier notre utilisation de Wix. Je donne un exemple très bête, mais nous, comme on a dû créer nos 80 pages villes, donc on s'est créé un tableau Excel avec ce qu'allait contenir chaque page ville. Donc ça nous a demandé beaucoup de temps de travail. Et après, il a fallu qu'on aille sur Wix et qu'on mette ces infos à chaque fois dans une page, mais une personne à la fois, puisque ce n'est pas collaboratif, on ne peut pas travailler à plusieurs dessus. Et en vrai, du coup, si on avait pu utiliser un autre outil pour faire un glisser-déposer dans Wix, ça aurait été facilitant. Voilà, il y a d'autres petits trucs qui auraient pu
qui aurait pu être sympa. En fait, il aurait fallu qu'on prenne un peu le temps de regarder c'était quoi les autres outils no-code, parce qu'en fait, ils peuvent se brancher entre eux. Mais voilà, la limite, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps, c'était court en termes d'expérimentation, il fallait qu'on aille vite. Mais du coup, pour une prochaine fois, en tout cas, on prendra peut-être un peu plus le temps de réfléchir et de voir c'est quoi les combinaisons idéales d'outils. Tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que avoir sorti la CB, ça a plus d'avantages ou pas? Ben, dans notre cas, non. Nous, Il y a pas on n'a mal de pas fait. questions sur le chat, en fait, si vous pouvez y répondre sur des questions sur le coût avec par site ou par URL ou par compte utilisateur. Combien d'utilisateurs par abonnement? Et voilà. Bah, ça, les questions, on y revient après, Ah, ok. Marion. Mais merci. Euh, Bah, top, super pour ce que vous nous avez dit, l'équipe verte. On passe maintenant à l'équipe jaune sur Webflow. Donc Anne et Adrien. Et on commence par toi, Anne, sur la startup Estime. Ok, donc moi je vais vous présenter la startup Estime sur laquelle j'ai travaillé. Donc en fait, notre problématique un peu de départ, c'était de comment déconstruire l'idée reçue qu'on va reprendre un emploi, mais qu'on risque peut-être de perdre de l'argent, sachant qu'on s'adressait du coup à un public précaire, du coup ceux qui touchent des minima sociaux. Juste pour rappel, les minima sociaux, c'est à peu près 500 € par mois. Et du coup, la solution, c'était de se dire, bah, il faudrait qu'on crée un simulateur qui va permettre à la personne de prendre en compte le salaire qu'elle va toucher prochainement, plus et de cumuler en fait les aides qu'elle peut toucher par Pôle emploi, par la CAF, etc., afin d'avoir une visibilité sur ces mois et d'être rassurée et du coup d'avoir vraiment ce déclic de pouvoir y aller, quoi, si je puis dire. En fait, une fois qu'on a validé la partie désirabilité au moment de l'exploration, on est passé à la phase d'expérimentation. Donc, on l'a utilisé de la même manière que Kathleen et Isabelle. Et en fait, on a quand même un objectif, un premier objectif qui est du coup de pouvoir mesurer. Donc, nous, on avait conçu tout un parcours où en fait, on faisait de l'acquisition par mail, on utilisait Mailjet. Ensuite, on les envoyait sur la fameuse landing page que moi, j'avais conçue avec Webflow. Et puis ensuite, ça débranchait sur un Typeform pour pouvoir récolter toutes les données des gens. Et ensuite, l'intrapreneuse Juliette, qui porte le projet, elle faisait tous les calculs du simulateur à la fin. Et in fine, on renvoyait du coup la page des résultats pour pouvoir permettre à la personne du coup d'avoir cette visibilité sur ces 6 mois. Et on reprenait contact avec eux par téléphone. Donc voilà, c'était tout un parcours. Et donc nous, on avait quand même pour objectif du coup de pouvoir mesurer à chaque étape en fait combien on allait perdre de gens, comme ça se passerait dans la situation réelle du coup, mais sans avoir rien développé. Si tu veux passer à la slide suivante, du coup, s'il te plaît, Nicolas. On a fait plein d'A/B testing, hein. C'était aussi le but d'utiliser le no-code, c'était pouvoir se dire bah, je teste un truc, si ça ne marche pas, demain je teste autre chose. Donc ça, on l'a fait autant avec Mailjet qu'avec Webflow. Et d'ailleurs, on s'est très vite aperçu que la landing page que j'avais conçue avec Webflow, en fait, nous faisait perdre des gens et que de Mailjet, il fallait les envoyer directement sur notre Typeform. Du coup, on était content de ne pas avoir trop investi dans le développement de cette page. Après, juste pour... voilà, tout à l'heure, je parlais des slips et des A/B testing. On testait à peu près sur 200 usagers sur 2 régions différentes, justement pour faire ces A/B testing, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui ne fonctionnait pas. On change le wording aussi, hein. C'est tout le jeu de pouvoir tout changer facilement et avoir la main. Donc, c'est surtout le designer, donc moi, qui est pris en main, qui est pris en main Webflow, et notamment parce qu'en fait, Webflow, il faut quand même connaître un peu de CSS et de HTML. Donc, moi, c'était un truc que je connais, donc ça m'a facilité la vie, en fait. Je pense que Webflow, si on ne connaît pas le HTML et le CSS, c'est en fait assez compliqué de faire un truc exactement comme on a envie de faire, mais moi, du coup, ça m'a facilité la vie. Et ensuite, pourquoi je n'ai pas choisi Wix, par exemple? Je crois que je l'ai téléchargé, j'ai commencé, oh, excusez-moi.
j'ai essayé un peu du coup de l'utiliser et en fait je me suis rendu compte que non, ça ne me plaisait pas et je suis passée à Webflow et là du coup ça a été assez rapide. Moi ça m'a pris faire la landing, ça m'a pris une demi-journée. Donc du coup c'était rapide. En revanche, j'ai quand même eu besoin à un moment du développeur parce que je voulais intégrer mon questionnaire dans ma page d'accueil. Et en fait, je pouvais pas déjà, je pouvais pas trop le faire moi-même. Et puis, et je crois qu'on a dû payer aussi pour arriver à faire ça parce que les embeds, ça marchait pas, sans payer. Donc voilà, mais ouais, plutôt une expérience facile. Juste, tu peux passer peut-être à la slide suivante, Nicolas. Je crois que je suis en retard. Ah oui, bah voilà, ça c'est le parcours, mais du coup, ça arrive un peu tard. Donc c'est la première page, la landing page que j'ai fait sur Webflow. Et puis juste la dernière page, c'est surtout ça qui est intéressant. Enfin, ça qui était intéressant aussi, c'est ce qu'on envoyait aux utilisateurs. Vas-y, c'est bon, tu peux passer à la suite. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Bah voilà, j'ai trouvé ça assez simple. Ça nous permettait vraiment d'utiliser le tracking. Après, avec le recul et en connaissant d'autres outils no-code, je pensais à Zapier je pensais à Zapier, surtout, je me suis rendu compte qu'on avait fait beaucoup de choses manuellement, qu'on aurait peut-être pu automatiser. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment utilisé que la partie front pour le no-code. Et aujourd'hui, sur la startup sur laquelle je suis, ils l'avaient utilisé pour faire justement un simulateur. Donc, ils avaient leur Typeform qui renvoyait des réponses automatiquement juste dans un Excel, qui ensuite faisait les calculs, renvoyait des réponses dans un mail. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, du coup, tu peux construire un service sans coder, de bout en bout, et vraiment rendre un service, en fait. Parce que nous, on a quand même, en étant dans les startups d'État, on se dit, ouais, on a vraiment un service à rendre parce qu'on a détecté une grosse problématique. Et en ça, je trouve que les outils no-code, ils peuvent être puissants. Mais ça nécessite de les connaître quand même et souvent de passer un peu de temps à creuser. Donc voilà quoi. Et je passe la main du coup à Adrien. Yes, merci. Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai changé de pièce parce que j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Je ne suis pas tout seul. Il est une certaine heure. Voilà. Ça, c'est une problématique. On n'entend Donc, pas de moi, bruit. en tant que. Ah, génial, merci. Donc, en tant que designer, j'ai accompagné une startup qui s'appelle Pôle emploi Action. Et en fait, la problématique, c'est qu'à Pôle emploi, les agences proposent beaucoup d'événements. Alors, nous, l'idée, c'était comment on pourrait permettre aux demandeurs d'emploi de participer à ces opportunités de recrutement, alors qu'il n'y a aucune visibilité, en tout cas une mauvaise visibilité de ces événements qui sont organisés par les agences. Donc ça, c'était une vraie problématique à craquer. Et donc, on a solutionné, on s'est dit, on va faire une proposition de renseigner les critères de recherche d'emploi d'une personne. Comme ça, on pourra un peu spécifier leurs besoins et leur proposer à la clé des événements rencontres professionnelles, on va appeler ça comme ça, et de s'inscrire en ligne. Voilà, de faire un bout en bout assez rapide. Tu peux passer la slide suivante. Alors, dans les hypothèses qu'on a essayé de résoudre, de chercher, on s'est demandé si faire des suggestions de rencontres professionnelles, grâce à justement le fait qu'ils renseignent leurs critères de recherche, leur permettait de faire la rencontre, en tout cas d'avoir la bonne rencontre. Donc, est-ce qu'ils étaient aussi pertinents? On a même proposé, lors de la proposition d'inscription, des prérequis à valider. Voilà, ce qui permettait de savoir si les personnes allaient vraiment jusqu'au bout, soit en termes de motivation, mais aussi en termes de connaissance de l'information. Et on a poussé un peu ces deux tunnels comme ça de conversion, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire savoir s'ils étaient intéressés par se préparer pour la rencontre professionnelle. Ce qui est effectivement dans ce que nous avaient dit les conseillers qui préparaient les événements, il y avait un besoin de savoir si les personnes étaient de qualité, entre guillemets, étaient prêts, étaient informés de l'événement. Ça, c'est ce que je vous ai dit en termes de visibilité, mais aussi s'ils avaient les éléments, est-ce qu'ils étaient bien formés ou est-ce qu'ils avaient certains prérequis. Je dirais un permis B ou un âge quelconque, etc. Donc, c'était important pour nous de savoir comment les personnes étaient orientées. Et ce qu'on allait proposer, si ça permettait de qualifier ces personnes. On a testé sur la région Occitanie. On a mis, c'était 16 000 personnes demandant l'emploi, qui étaient jeunes. Donc, jeunes, on considère entre 17 et 29 ans. Voilà, moi, je l'ai appris en étudiant sur ce contexte de start-up. On a pris des niveaux bac plus 2
parce que ça représente beaucoup de demandeurs d'emploi. C'est une grande représentativité. Et avec le contexte Covid, c'est d'ailleurs un petit peu accentué. Donc voilà, nous, c'était un peu ce qu'on a cherché à faire. Alors, next. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé, vous voyez, un parcours. Là, je vous présente 4 écrans, de gauche à droite. Donc, à gauche, il y avait le formulaire qui permettait rapidement de renseigner ses critères. Après un matching manuel, Kathleen a préparé avec Mobiville le croisement entre ce que renseigne la personne et la proposition d'événement, de la rencontre professionnelle. Il y avait un matching qui était fait par l'entrepreneur via tout un calcul savant sur Excel pour proposer les événements. Et les événements sont la page, vous voyez, d'image où on a calqué un peu les modèles qui se fait beaucoup au terme d'événementiel, à savoir un peu de contenu pour bien décrire ce qui se passait en termes de date, horaire, lieu et prérequis. Et donc, prérequis, il y avait une page quand la personne était intéressée, une page intermédiaire à l'inscription, de savoir ils validaient bien ses prérequis, voilà, de manière très déclarative. Et s'ils remplissaient tout, alors il avait un récap et une préparation pour l'événement. Si c'était KO, on lui proposait d'autres événements. Je peux passer sur la page suivante. Voilà, là, petite parenthèse, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur Webflow. On a introduit tout à l'heure, c'est que nous, on avait besoin de se toucher, entre guillemets, d'atteindre les personnes qui allaient utiliser, c'était les jeunes, avec un média, en tout cas des pages très accessibles via le mobile. Et donc, en équipe, on partage beaucoup nos informations, ce qu'on fait, et Mobiville avait travaillé sur Wix, et j'avais été un petit peu déçu de la manière dont les pages responsives, en tout cas les pages, s'adaptaient avec les différents mobiles. Alors qu'en jetant un coup d'œil rapidement sur Webflow, on se dit, ah, là, il y a quelque chose à faire. Donc, tu passes à la page suivante. Donc, comment on a fait ça? Effectivement, comme je le dis, il était très attirant comme outil. Ils ont une grande campagne marketing, ils mettent beaucoup de tutoriaux. Ça donne envie en tant que designer de se dire, tiens, là, sans développeur, je vais pouvoir faire un site tout fait. Alors, vous avez vu, avant, j'ai une carrière dans la direction artistique. On parlait de WordPress, Nicolas en a parlé, et c'est vrai que ça existait déjà. Mais là, on dirait que c'est vraiment l'objet fait tout en main pour pouvoir vous aider à participer à une solution. Donc moi, en tant que designer, quand je me suis connecté en première démo, j'ai trouvé que c'était très, très fluide et très intuitif. Ça ressemblait à un outil de prototypage avec toute la subtilité, c'est qu'il y a une publication nette et puis il y a des bases de données. Et nous, on avait besoin, parce que l'intrapreneur qui rentrait les données avait besoin d'une page dynamique où on pouvait rentrer des données. Donc ça, c'était super intéressant. Et effectivement, pour analyser la qualité de pour analyser nos hypothèses, il fallait qu'on suive un trafic. Et on peut très facilement et gratuitement, non, c'est pas gratuit, mais on peut intégrer gratuitement, qu'on a payé Webflow, qui coûte 20 € par mois, 20 $ par mois, on peut mettre Google Analytics. Ça, on parlera après des frais, mais il y a une limite avec les frais. L'organisation, donc moi, je m'occupais du design des pages, du parcours, et le développeur, lui, a construit les pages dynamiques. Il m'a aidé dans l'intégration, parce que ça demande une certaine connaissance sur tout ce qui est HTML, les feuilles de style, le comportement des pages, et aussi la notion de tagage. Voilà, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et l'entrepreneur, donc lui, a pu, entrepreneuse, entre parenthèses, a pu remplir, comme un vieux CMS à l'époque, du contenu, et comme ça offrir aux demandeurs d'emploi des événements qu'on espère avoir été très, très clairs. C'est bon pour moi ou il y a une slide, pardon? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Voilà, là on est sur Voilà, le résumé. vous pouvez passer aux avantages et aux inconvénients de Webflow. Donc, c'est Anne qui commence. C'est moi qui commence. Ouais. Du coup, moi, les avantages, à la différence d'Adrien, c'est que du coup, je trouvais que le HTML et le CSS, pour moi, c'était pratique à prendre en main. Ça me permettait de faire exactement ce que je voulais. La possibilité de mettre du tracking, parce qu'effectivement, ça nous a permis d'implémenter Google Analytics. Et puis, du coup, c'était quand même beaucoup plus réel qu'une maquette, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Et dans les points négatifs, qu'est-ce que j'ai mis? C'est surtout les... Moi, j'avais pas trop de points négatifs parce que j'avais pas de grosses attentes à part ce côté front. Donc voilà, je peux passer la main à Adrien. Yes, merci Anne. Ce que je rajouterais par rapport à ce que dit Anne, justement, sur la côté maquette, il y a, quand on crée un symbole, c'est compliqué de recréer le symbole. Et tous les logiciels aujourd'hui de prototypage vous donnent la possibilité de reproduire vos boutons, reproduire votre feuille de style, c'est-à-dire en gros tout ce qui sera titre
contenu et lien. Et donc là, il fait pareil, donc c'est super pratique. Quand je disais template facile à incrémenter, c'est effectivement, il y a une page édition qui est très accessible pour l'intrapreneur, qui permet de mettre les contenus à jour. Il y a beaucoup de tutos. Pour moi qui suis nul, on va dire en HTML, qui n'est pas bon, bah, j'ai pu vraiment monter en compétences et rapidement. Et dans les points négatifs, c'est que c'est un peu cher, parce qu'en fait, 20 $, ça vous donne accès à un designer et 3 personnes qui peuvent contribuer. Mais quand vous voulez travailler avec le développeur sur une page où il y a des problématiques entre le dynamique et intégration, bref, et ben cette page-là de design où il y a tout en même temps, ce n'est pas possible. Donc, il fallait que je me déconnecte pour que le développeur se connecte et ainsi de suite, pour qu'on puisse avancer. Donc, en fait, par rapport au temps qu'on a mis pour vous voyez ce qu'on a fait, on a mis à peu près 15 jours grand max. C'était très rapide, il faut le dire. Et on a eu cette complexité c'était dommage. Et moi, j'ai mis une petite interrogation, c'est que dans low code, no code, moi, j'avais une conception comme disait Kathleen, on n'a pas besoin de développeurs, c'est vrai, mais je pensais aussi que la solution était très cheap, entre guillemets, rapide, facile à prendre en main et à donner, mais en fait, c'est assez gourmand, c'est assez quelque chose de très puissant. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas une usine à gaz? Voilà, ça, c'est un peu une ouverture et je laisserai cette réflexion là-dessus. Et aussi, pardon, est-ce que c'est RGPD? Est-ce que les données, parce que vous savez, on a pris les données des personnes et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est conforme à la CNIL, à savoir est-ce que les données sont vraiment effacées par le service Webflow? Point d'interrogation. Je passe la main à Nicolas. Super, merci beaucoup à tous les quatre pour ces présentations. Maintenant, on va revenir sur les questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis et à venir nous les poser en activant vos micros et racontez-nous aussi, vous, de votre côté, si vous avez utilisé des outils no-code, si vous avez des avis à nous partager. Alors, je remonte dans les questions. Il y avait une question de S. Diallo qui a été posée pendant ta présentation au début, Kathleen. Quelle est la méthode agile qui est proposée, utilisée? Est-ce que quelqu'un sait? On peut y répondre. Du coup, oui, on parlait de méthode agile. Alors, au sens large, c'est le fait de réduire le nombre de process, d'être vraiment sur un fonctionnement en itération. On parle même plus, j'ai envie de dire, de notre côté de méthode produit. Puisqu'en fait, l'idée, c'est plutôt que de prévoir un outil très à l'avance avec tout un cahier des charges, en ayant pensé toutes les fonctionnalités, et puis après, on travaille dessus et après, on teste. Ça, c'est un peu le fonctionnement normal quand on crée un service. En fait, le fonctionnement en méthode produit et en méthode agile, du coup, c'est vraiment de se dire, en fait, on va tester très rapidement et très régulièrement. Et c'est pour ça justement qu'on avait cette phase d'expérimentation très vite au bout d'un mois de travail pour tout de suite confronter notre idée et la réalité. Et des fois, on a appris des trucs, on s'est rendu compte qu'en fait, nos hypothèses n'étaient pas justes du tout. Et on ne s'interdit pas d'ailleurs de mettre fin à un projet. C'est déjà arrivé, il y a des projets où en fait, on se rend compte pendant l'expérimentation que ça ne marche pas, que ce n'est pas comme ce qu'on avait pensé. Donc des fois, on pivote, on essaie de trouver une autre manière de résoudre le problème. Quand on n'arrive pas, on arrête. Voilà, donc c'est vraiment en fait cette souplesse qu'on a. C'est des équipes qui sont très petites. On est vraiment sur des fonctionnements directs, très peu d'intermédiaires et surtout une autonomie quasi totale de l'équipe, sauf lors des comités d'investissement où on doit rendre des comptes. Mais sinon, en fait, c'est vraiment l'équipe qui prend les décisions de manière collaborative. Et voilà. Je ne sais pas si Anne ou Adrien ou Isabelle voulaient compléter. Alors, pardon. Oui, juste effectivement, la méthode agile, après, c'est savoir si c'est du Scrum ou si c'est autre chose. Là, comme on n'est pas dans des teams de développement, on n'est pas sur un run, c'est plutôt effectivement ce que disait Kathleen, la notion d'itération en fait, et de se questionner constamment et de pouvoir pivoter. Je sais pas si c'était bien ça la question. Ok. On a une question de Julien qui nous demande comment conciliez-vous Wix/Webflow avec l'obligation d'accessibilité des sites publics?
J'y vais. Oui. Du coup, Marion a répondu dans le chat, mais en fait, Ah, effectivement, là, on utilise ces sites en expérimentation. Et du coup, c'est pas ce qu'on livre à tout le monde. Enfin, en tout cas, le service, on l'ouvre pas comme ça, en fait, à tout le monde. Là, on est vraiment sur un test de valeur. Et du coup, l'accessibilité à ce moment-là, parce qu'on est sur une petite proportion de la population, on ne la prend pas en compte. Et par la suite, elle sera prise en compte très, très rapidement parce qu'effectivement, c'est une de nos obligations en tant que service public. ok. Merci Anne. Il y a une question de Sylvie qui demande Wix. Pourquoi Wix et pas WordPress? Isabelle, je crois que tu y as répondu en dessous. Oui, parce que WordPress ou Workflow, ça nécessite des connaissances en HTML, CSS, alors que moi, je ne connais pas du tout. Voilà. Ok. Il y avait une question sur le prix. Pareil, vous y avez répondu, je crois. Donc 20 $ pour un mois pour Webflow, sur la version Ouais, basique. sur Wix, c'était à peu près similaire. Hein. C'était des montants qui n'étaient pas extraordinaires non plus. Ouais. Ouais, et je crois qu'il y avait une question sur comment on fait pour les frais. Je sais pas Ouais. s'il y a quelqu'un qui peut y Ah répondre. bon? Oui, bah, j'ai vu passer la question. Oui, on faisait des notes de frais. Ouais. Effectivement. On n'a pas de carte bleue hein. À l'incubateur. Chez Pôle emploi, il n'y a pas de carte bleue, ça n'existe pas. Donc, J'ai sorti ma voilà, carte tu personnelle. sors ta Vous carte voyez, bleue à toi. C'est ça. Tu sors ta carte bleue à toi. c'est un investissement. On est payé par Pôle emploi, mais on investit notre argent personnel pour le service. Après, on nous rembourse. Exactement. Moi qui pose une question, tu as le nom d'un outil qui permet le glisser-déposer sur Wix. Je ne sais pas si la Euh, question est claire. oui, parce que j'ai mentionné ça en parlant du fait que c'est une des choses qui nous aurait facilité la vie sur Wix. Alors, c'est plutôt un élément que mon UX designer avait apporté. Et je ne me souviens pas du nom de l'outil qu'elle avait mentionné. Ouais, non, j'ai pas le nom de l'outil. Bon, c'est pas trop grave si ça te revient, tu pourras l'écrire dans le chat. On a une question de Dominique après qui nous dit plutôt que de dupliquer 80 pages Wix, est-ce que vous auriez pu utiliser Webflow ou des outils comme Adalo pour avoir un seul template et 80 contenus? Je veux bien répondre à la place, mais je pense que oui. Ouais, ouais. Ouais, ça a été beaucoup. Et au passage, Adeline, qui est l'UX de Mobiville, hein, enfin qui était l'UX qui est intervenu, nous dit que des outils comme Papier auraient pu aider sur le glisser-déposer. Voilà. Mais en fait, effectivement, il n'y a qu'en pratiquant qu'on devient forgeron. Et clairement, nous, c'était la première fois qu'on testait. Donc maintenant qu'on a un peu de recul, on se dit, ah bah ouais, on aurait pu. Enfin, maintenant qu'on a une vision claire de nos besoins aussi, parce qu'on a un peu appris au fur et à mesure. Voilà. Si demain, je dois choisir un nouvel outil, je ferai un peu un travail d'exploration un peu plus fort. Quoi. Et juste, ce que je trouve quand même intéressant, là, ce que vous disiez, c'est vrai, à chaque fois, il faut un peu creuser. Mais en revanche, c'est vrai, quand on veut tester quand on veut tester la valeur d'un service et faire comme s'il existait vraiment alors qu'il n'existe pas et qu'on fait tout à la main derrière, c'est super bien. Et je pense que, en tout cas, enfin, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est vraiment super utile pour ça, quoi. Dire, bah tiens, je fais une landing page, je vais voir si les gens vont cliquer dessus, et c'est super, quoi. C'est vrai qu'en termes de gain de temps, c'est sans comparaison possible parce que finalement, en quasiment une semaine, on avait créé, j'ai envie de dire, le gros du site sur Wix. Là, on est en train de développer le vrai service Mobiville. Bah, il nous faut plutôt 3 mois, quoi. C'est pas le même rythme du tout. Hein. C'est là une semaine, hein. C'est bon, on teste. Là, on est à 3 mois. Donc, Mais d'ailleurs, ça me fait poser la question, pourquoi vous n'avez pas gardé du coup cette solution plutôt que de tout redévelopper? Enfin, je me permets, je pose une question, mais c'est vrai, du coup. Oh, vas-y. C'est une très bonne question. mm, Bah, du côté de pour l'action, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que pourquoi on ne prend pas Webflow? Parce qu'en fait, on va se greffer, je dis on, mais l'équipe se greffe à des circuits internes. Et donc, dès lors qu'on commence à avoir des bases de données internes, on touche en fait le SI Pôle emploi. Et donc là,
Là, ça devient très difficile, même si on pourrait falsifier, copier un peu et rendre toujours Webflow plus gros et plus conséquent pour avoir des informations sur nos usages et de la valeur. Là, non, là, ils passent à autre chose. Et donc, ils vont là redévelopper. Là, il y a une équipe qui est beaucoup plus solide, mais on part sur un bel enseignement. Voilà. Ok. Ok. On a une autre question. Une fois que sur un projet, il y a une décision Go pour impliquer les développeurs, de quel dev s'agit-il? Un pool de développeurs interne à Pôle emploi, une sous-traitance externe? Donc, je pense que c'est aussi une question sur la passation après cette expérimentation, comment on passe à quelque chose de plus concret avec des développeurs. Du coup, je pense que ça dépend selon les startups parce que du coup, on a effectivement des développeurs en interne. Et après, comme on est sur ce fonctionnement agile où un produit peut soudain naître et puis au bout de quelques mois, il peut s'arrêter, on fait aussi des fois appel à des sociétés qui ont des marchés avec nous, qui ont remporté des marchés et qui sont effectivement des sociétés prestataires. Ok. Après, on avait une question sur les frais. Donc, Kathleen, tu as répondu, c'est toi qui payes. Et on a une question de Gaël qui demande est-ce que cette phase de no-code vous a permis de mieux entrer dans la phase code avec les développeurs? Cela a-t-il simplifié vos échanges? Alors, moi, je peux répondre rapidement, oui. En fait, oui, parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre l'idée du service et puis le moment où, en fait, c'est moi qui dois prendre la décision de matching. Du coup, avec notre équipe, on s'est posé des questions existentielles. On avait notre tableau Excel et les gens, voilà, ils avaient mis des critères et on était là, mais quelles sont les règles? En fait, on était en train d'écrire les règles de notre algorithme. En fait, on a été confronté à pas mal de choix un peu cornéliens où on se disait, mais oui, mais si je réponds telle ville, est-ce que j'ai bien respecté ce critère-là? Est-ce qu'il ne faut pas mieux que je respecte un autre critère? Enfin, voilà. Et c'est vraiment super intéressant parce que du coup, effectivement, quand ensuite on a travaillé avec notre développeur, on avait déjà des règles de gestion pour l'algorithme qui étaient déjà très écrites avec des choix sur le poids des critères. C'était super intéressant. Enfin, juste un exemple très concret, mais l'utilisateur, il pouvait nous dire, donc par rapport à son métier, est-ce qu'il voulait une grande, une petite, une moyenne ville, hein, donc la taille de la ville. Il pouvait préciser s'il voulait que ce soit dans un environnement précis, la mer, la montagne, la campagne. Il pouvait nous dire si il a besoin d'ensoleillement ou pas. Il pouvait nous préciser le type de contrat qui l'intéressait. Et puis, il pouvait aussi préciser s'il avait déjà une région coup de cœur. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, par exemple, la région coup de cœur, ça avait un poids beaucoup plus fort que les autres critères. Et que du coup, si on ne respectait pas ce critère-là, les gens ils considéraient qu'on avait mal répondu à leur demande. Et du coup, voilà, après, du coup, quand on a commencé à écrire l'algorithme avec notre développeur, on était capable de lui dire ah ouais, non, mais la région, il faut que tu pondères ça, il faut que ce soit fort, c'est important pour les gens. Voilà, donc pour ma part, c'est un gros oui, c'était concret. Après, je savais exactement comment il fallait que le service il soit créé et comment l'algorithme devait être créé. Ok, merci Kathleen. Il y avait une question de Dominique sur Webflow. Est-ce que vous avez utilisé le CMS pour injecter des contenus dynamiques? Moi, je ne l'ai pas fait. Okay. Ben, nous, on l'a fait. Alors, justement, c'est une question très intéressante et un peu une bonne colle. Comme c'était le développeur qui s'occupait vraiment de ça, c'est plutôt lui qui s'en est chargé, c'est-à-dire qu'il a construit. On a construit, il y a deux typologies dans un site. Il y a effectivement des pages dites statiques où le contenu est figé et les contenus, les pages dynamiques où la donnée, on peut la changer en fonction, on va dire, de l'heure, en fonction des critères qu'on renseigne. Et lui, il a proposé un template. Il a travaillé sur ça où on peut labelliser tout ce qu'on veut injecter dedans. Et après, on peut synchroniser avec un fichier. Et donc, c'est vraiment lui qui a fait ça. Oui, effectivement, on a utilisé cette notion-là. Et ce qui était très bien, c'est qu'à la fin, qu'on avait pris le temps, l'énergie de se dire, bah, le designer, il va faire les pages. Voilà. Le développeur, il crée le squelette dynamique, prêt à être incrémenté.
l'intrapreneur ou le chef de projet ou le community manager ou comme avant, comme les CMS, celui qui va écrire les articles, il a une page très accessible où il peut rentrer des contenus et il peut même rentrer des contenus par rapport à une base de données qui est déjà dans le site Webflow. Moi, j'avais des stocks d'images que j'avais mis, des stocks de logos, de petites icônes, hop. Et donc, quand la personne disait que c'était un événement à distance, par exemple, et pas sur place, mettez à distance la date et dans la page qui proposait l'événement, l'icône à distance était injectée directement dans la page. Je n'avais plus rien à faire. J'avais injecté le graphisme, le développeur, la structure dynamique et la personne qui est responsable du projet pouvait injecter son contenu. Donc ça, c'est très puissant. Et je pense qu'on a exploité, allez, sans vous mentir, à peu près 1% du service. Quand je disais c'est une usine à gaz, allez jeter un œil rapidement sur le côté dynamique. Il y a une université, alors je ne sais pas si c'est payant, mais j'ai cru voir une question si c'est payant les cours. Mais en gros, sur YouTube, on peut accéder à plein de tutoriels qui sont assez marrants. Et c'est très, très, très puissant en termes de données. Mais je ne fais pas la pub pour Webflow, mais c'est ce qu'ils vendent. Voilà. Après, moi, voilà, j'en rebondis sur une autre question qui n'a rien à voir. Mais en termes de designer, l'aspect responsive, le fait quelle est la vision finale que la personne va avoir dans son support, pour moi, c'était très important. Pour nous, c'était important pour satisfaire l'expérience. Et voilà, il y a un truc très simple, c'est qu'on peut étirer comme ça ou élargir la page et ça vous donne un comportement qui n'est pas un comportement un peu au travers, qui travaille tout de suite quel sera l'aperçu si la personne est sur mobile, tel mobile. Donc là-dessus, c'est très puissant pour régler la taille des boutons, les textes, etc. Voilà, je me tais, j'avais j'avais un peu débordé. Et non, t'inquiète, pas de souci. Tu as parlé de responsive et côté Wix, c'est facile à gérer le responsive, étant donné qu'il y a moins de paramétrage. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose de responsive? Vous avez eu des infos sur le nombre d'utilisateurs sur mobile ou des retours là-dessus? On a eu des retours, on a les retours des devices utilisés par les utilisateurs. Donc ça, c'est bien tracé, c'est assez bien géré. Par contre, pour maqueter sur mobile, le responsive, il n'est pas très bien pris en compte. C'est-à-dire que la mise en page, elle est décalée à chaque fois quand tu passes de la page web à la page mobile. Et donc, il faut tout refaire un par un en mode mobile. Quoi. J'espère que tu l'as guéri dans la tête. On entend tout, Adrien. Je sais pas, c'est bizarre. Tu as ton micro coupé. Non, c'est pas moi, c'est Julien. C'était très charmant. Oui, pardon. C'est ma fille qui a, je sais pas, j'avais le micro ouvert. C'est ma fille qui vous a rendu visite, qui a fait une petite chanson. Excusez-moi. Ça fait une petite musique, c'est sympa. Une question de Dominique. Est-ce que vous avez regardé Adalo, un outil no-code qui est beaucoup plus simple que Webflow, responsive et permet de gérer une base de données simplement? Non, et je voyais qu'il y avait d'autres questions. Est-ce qu'on avait utilisé des gros outils no-code, etc. Et c'est vrai que nous, ce que je disais tout à l'heure, dans notre expérimentation, comme on est sur du court terme, on a choisi un peu rapidement. Donc, on n'a pas testé tous les outils. Donc, moi, Adalo, je ne connaissais pas. C'est vrai qu'on a fait un peu le tour on avait certains qui sont connus. Donc je pense qu'effectivement, en fonction comment dire, en fonction des déboires qu'on a eu ou des choses qu'on n'a pas cherchées, peut-être que prochaine expérimentation, on en cherchera d'autres. Et comme on crée des services vraiment sur du court terme, on n'a pas mis en place des gros... on n'a pas utilisé de gros outils, là, comme je disais tout à l'heure, comme Zapier, qui font de l'automatisation, etc. Mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup si c'est des choses qui durent peut-être un petit peu plus longtemps dans le temps et qui rendent vraiment ce service-là, quoi. Je sais que nous, on l'utilise, mais dans nos startups, justement pour répondre à des mails, pour les stocker, pour créer de l'automatisation, mais pour notre service à nous, en fait. Voilà. D'accord. Merci, Anne. On a une question sur quel est le taux de réussite de l'incubateur? On revient plus à la première partie de la présentation. Alors, faut savoir en fait qu'en tout cas depuis un an, c'est une toute nouvelle méthode. La méthode que je vous ai présentée, c'est une méthode qui n'avait pas été produite sur les anciennes startups. Donc avant cette méthode, je pense qu'on peut dire que le taux de réussite était de 100%.
Avec la nouvelle méthode, il y a un peu plus cette volonté de mesurer rapidement avec des choses très objectives, des KPI et des métriques voilà, très précises. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur? Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Est-ce que ça a un impact sur la personne? Est-ce que ça a un impact sur le retour à l'emploi? Et du coup, en tout cas, là, depuis 1 an, on a déjà stoppé un service. Il y a un deuxième, qui avait aussi été stoppé. Donc, on va dire 2 à peu près en 1 an. Effectivement. Pardon. Pardon, Anne? C'est par rapport au nombre. Il y en a combien qui sont rentrés? Parce que tu dis il y en a 2 qui se sont arrêtés, mais par rapport à combien en fait? Alors, attends, compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense sur à peu près 7, 2 qui s'arrêtent. Un tiers, quoi, à peu près. Pardon, Adrien, je t'ai coupé la parole, vas-y. Non, pardon, c'est le bazar à la maison. Effectivement, c'est toujours un peu concentré les 19h40. Enfant bas âge. Non, est-ce que je suis d'accord, c'est une belle réussite, surtout au niveau en interne, sur la culturation. Il y a des échanges intéressants avec Julien là, sur le contexte. On présente des objets, des solutions, on va chercher la valeur. Et si on fait des plans très larges, déjà, ça coûte cher à faire, ça prend du temps, et on n'est pas sûr d'avoir atteint de la valeur. Donc, il y a une appétence à ce genre de projet qui est beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus cadrée, avec un rythme soutenu. Et donc, du point de vue extérieur, au niveau de l'utilisateur final, je ne peux pas faire de comparaison, moi, je n'ai pas la connaissance, mais je pense que c'est une hypothèse, elle est beaucoup plus précise. Et c'est pas nous, on n'est pas une entité privée, on ne cherche pas à avoir 1 million d'utilisateurs, même s'il y en a potentiellement 1 million. Malheureusement, par rapport au contexte Covid, c'est un peu la question dont on parlait par rapport au taux de réussite. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est que ça répond à des besoins très spécifiques. Et en cela, les startups, elles touchent une spécificité, des cas très concrets qui ne sont pas forcément utilisés par les grandes lignes métiers traditionnelles. Donc, c'est en cela qu'il y a un intérêt au-delà même de l'interne avec le programme incubation, mais les directions métiers qui nous regardent et qui veulent vraiment injecter une partie de leurs produits, leurs projets, ça dépend un peu comment on appelle ça, pour vraiment tester rapidement la valeur. Il y avait une question sur comment mesurez-vous le succès d'un projet auprès des utilisateurs? Y a-t-il des sondages, des questionnaires en fin de projet? Il y avait aussi une question sur le recrutement, je ne la vois plus, mais comment recrutez-vous les utilisateurs? Et là, Isabelle, on n'a pas entendu. Peut-être qu'elle veut peut-être s'exprimer, Isabelle. Oui, je suis toujours là, oui. Tu peux la question pour savoir les taux de... Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te Alors, plaît? il y avait une question sur comment mesurez-vous le succès d'un projet auprès des utilisateurs? Donc, est-ce qu'il y a des sondages, des questionnaires? Et une question qui est liée, qui était comment vous avez recruté ces utilisateurs? Déjà, sur la question du recrutement, nous, on a une base de données chez Pôle emploi où on fait des requêtes où on peut euh, solliciter les demandeurs d'emploi. On peut également recruter des candidats avec un panéliste. Et dans ce cas-là, on passe par un organisme et c'est eux qui se chargent du recrutement. Pour les taux de succès, on définit avant de faire des tests utilisateurs des KPI à atteindre, des objectifs. Et c'est en fonction de ces KPI qu'on a atteint ou pas qu'on dit qu'on a réussi ou pas le test utilisateur. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Il y a, ouais, est-ce que tu as parlé du fait qu'on peut aussi avoir des bases de données internes, on peut recueillir? Et malheureusement, avec le contexte Covid, on fait beaucoup de tests d'enquête à distance. Et donc, faire du phoning individuel, c'est très compliqué. Donc, on passe de plus en plus par des prestataires externes qui, comme peut-être le savent pas, mais il y a une compensation à des personnes qui viennent être tester la solution, pas être testées, au contraire, pardon, le lapsus, n'importe quoi, mais quand elles viennent tester une solution, eh ben, elles ont une compensation. Et donc, on passe de plus en plus par ces services tiers pour fiabiliser les tests.
Pour ma part, j'ai eu par exemple beaucoup d'absences récemment sur des tests avec l'APE Action, et c'était très compliqué et un peu gênant pour l'équipe de dire bah, écoutez, je ne suis pas dans les temps. Voilà. Et je crois qu'il y avait une question sur la satisfaction utilisateur. Et oui, du coup, après avoir fait les tests utilisateurs, on leur fait passer un espèce de questionnaire post-tâche où on leur demande si l'outil qu'ils ont testé, ben, ça correspondait bien à leurs attentes. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Et tout ça, on les quantifie et on analyse par la suite. Voilà. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous en avez vu d'autres? J'en ai peut-être zappé. Si vous vouliez aussi ajouter des choses, des précisions. Non. Moi, j'ai un peu fait... Enfin, non, j'ai pas de choses à ajouter en particulier. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Mais voilà. Merci, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté ce meet-up. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir pour ce premier meet-up Loop. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé les questions. Je vous souhaite à tous Merci beaucoup. une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. Et oui, Aurélie, on partagera les slides et il y aura un replay sur la chaîne YouTube de Swood. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.